Vous avez déjà commis de grosses erreurs, n'est-ce pas? Vous avez peut-être fait tomber votre iPhone flambant neuf d'un avion en plein vol, ou vous avez accidentellement appuyé sur l'accélérateur au lieu de la pédale de frein. Mais quelle que soit votre gaffe, elle aurait pu être bien pire et bien plus coûteuse. Vous auriez pu accidentellement faire exploser 2 avions de plusieurs millions de dollars, envoyer une fusée d'1 milliard de dollars à sa perte ou couler un navire sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Maintenant, vos erreurs ne vous semblent plus si graves, non? Eh bien, préparez-vous à vous sentir encore mieux dans votre peau car nous allons vous présenter d'autres erreurs parmi les plus coûteuses de l'histoire. Une coquille qui coûte cher. Ok, c'est l'heure de l'aveu, je fais des fautes de frappe tout le temps. Mais aucun de mes textes ou de mes tweets embarrassants n'arrive à la cheville de l'erreur commise par le vendeur d'eBay Collector Dan en 2007. Il avait mis en vente sur le site d'enchères une bouteille d'Allsops Article Ale, entièrement bouchée et scellée à la cire, accompagnée d'une note plastifiée. Cette note, datant de 1919, expliquait que la bouteille faisait partie d'une collection très limitée qui avait été brassée spécifiquement pour un voyage polaire en 1852. Cela certifiait qu'il s'agissait d'un objet réel et incroyablement rare d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars, pour tout brasseur passionné ou spécialiste de la bière. Mais Collector Dan avait commis une énorme erreur. Il avait oublié un P dans l'orthographe d'Allsops. Et c'était à l'époque où la plupart des sites web renvoyaient des résultats pour les recherches mal orthographiées, de sorte que la bière n'a reçu que 2 offres. Finalement, elle a été vendue à un acheteur nommé Voodoo Score dans l'Oklahoma pour la modique somme de 304 $. Voodoo Score n'allait cependant pas commettre l'erreur de Collector Dan. Il a remis la bière en vente moins de 2 mois plus tard et grâce à la bonne orthographe, la bouteille a fait l'objet de 157 offres en l'espace de 10 jours. La bière s'est finalement vendue pour la somme hallucinante de 503 000 $. Oh là là, je parie que Collector Dan vérifie l'orthographe de tout ce qu'il tape maintenant. Feu de chasse. Saviez-vous qu'un seul obus de 20 mm pour un M61 Vulcan, un canon rotatif que l'on trouve sur certains avions de chasse, coûte 27 $? C'est assez cher, mais pas aussi cher que le chaos qu'une seule balle peut accidentellement provoquer, comme l'a découvert un mécanicien sur la base aérienne belge de Florennes. En 2018, ce mécanicien travaillait sur un avion de chasse F-16 dans l'un des hangars de la base, tandis qu'un autre F-16 était ravitaillé en carburant à proximité. C'est alors que, pour une raison ou une autre, ils ont accidentellement tiré avec l'un des canons Vulcan de l'avion de chasse. Les tirs ont touché le F-16 en cours de ravitaillement, l'incendiant et endommageant l'autre F-16 par la même occasion. Malgré l'intervention rapide des pompiers, l'avion d'une valeur de 18 millions de dollars a été détruit. Avec les dégâts subis par le second avion, on estime que la destruction s'élève à quelque chose comme 27 millions d'euros. Et tout cela à cause de quelques balles. À moins que ce ne soit pas le cas. Dans les communiqués de presse officiels, il n'est pas fait mention d'une erreur de tir accidentelle, mais simplement d'un incendie qui s'est déclaré sur la base et qui a emporté les 2 avions. Mais les gros titres de la presse suggèrent que les ratés du mécanicien sont certainement à l'origine de cette coûteuse erreur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'agit d'un accident mécanique coûteux ou la source de l'incendie est-elle si embarrassante que l'armée de l'air belge ne veut pas que nous sachions ce qu'il s'est réellement passé? Fais-moi part de tes théories dans les commentaires. L'Ever Given. À moins que vous n'ayez vécu sous une roche en 2021, vous avez probablement entendu le nom d'Ever Given mentionné dans les nouvelles. Ce mastodonte de 400 mètres est l'un des plus longs porte-conteneurs du monde et peut transporter plus de 20 000 conteneurs à la fois. Pour donner un ordre d'idée, ce navire est plus long que l'Empire State sans son antenne. Or, le 23 mars 2021, le Ever Given empruntait le canal de Suez, une voie navigable égyptienne essentielle qui sert de raccourci aux navires voyageant de l'Europe à l'Asie du Sud. Sans ce canal, les navires devraient contourner la côte africaine, ce qui ajouterait environ 7000 km au voyage d'un navire. Le seul problème est que le canal est étroit, avec une profondeur d'un peu moins de 24 mètres et une largeur de moins de 213 mètres. La dernière chose à faire est d'essayer de diriger un navire encombrant dans ce minuscule canal par mauvais temps et vent fort. Et c'est exactement ce que le capitaine de l'Ever Given, Krishnan Kantavel, a décidé de faire. Sous-estimant les conditions météorologiques, le capitaine a rapidement perdu le contrôle du navire, qui s'est retrouvé désespérément coincé dans le canal. Plus d'une douzaine de remorqueurs ont été appelés pour tenter de dégager le navire de la rive. Des excavatrices Komatsu et d'autres équipements ont dragué plus d'1 million de mètres cubes de sable autour du navire. Malgré toute cette aide, il a fallu 6 jours et 7 heures pour dégager le navire. C'est alors que le coût de cette erreur a commencé à s'accumuler. Elle a bloqué plus de 400 millions de dollars de marchandises passant par heure, ce qui représente 31,5 milliards de dollars de pertes commerciales. En outre, le tribunal a ordonné au propriétaire du navire de verser 900 millions
millions de dollars d'indemnités, soit un préjudice total d'environ 32,4 milliards de dollars. Toutes les autorités du canal ont annoncé plus tard que le capitaine Cantavel était entièrement responsable de l'échouage. Mais cette facture de près d'1 milliard de dollars d'indemnité est à la charge de ses employeurs. Bien que le prix à payer ait été lourd, l'Ever-Given s'est rattrapé sur les médias sociaux avec des mèmes tout à fait inestimables. Scandale des cartes à gratter. Roswell, au Nouveau-Mexique, est célèbre pour ses nombreuses observations d'OVNI, mais en 2007, elle a été le théâtre d'une erreur coûteuse qui n'avait rien à voir avec la réalité. Le directeur général de la concession Honda de Roswell a engagé une société de marketing direct pour envoyer 50 000 tickets à gratter aux habitants de la région. L'heureux détenteur d'un ticket recevant un grand prix de 1 000 $. Mais une erreur typographique inscrite dans l'annonce signifiait que les 50 000 tickets étaient tous gagnants. Ainsi, au lieu d'offrir 1 000 $, le concessionnaire de Jeff offrait maintenant 50 millions de dollars. Vous obtenez un ticket et tout le monde obtient une voiture. Et il va falloir qu'Oprah passe à la vitesse supérieure. Heureusement, Jeff a repéré la faute de frappe avant que les 20 000 derniers billets ne soient mis en vente. Mais le mal était fait. La société de marketing a présenté ses plus plates excuses et pour éviter de nuire aux relations publiques, elle a offert des cartes cadeaux Walmart d'une valeur de 5 $ et la possibilité de participer à un concours doté d'un grand prix encore plus élevé. On dirait que la couronne d'Oprah en matière de cadeaux automobiles était sauvée pour un autre jour. Je ne peux pas vous offrir une voiture, mais si vous appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous, je peux vous offrir des vidéos gratuites et un divertissement sans fin. Oui, ce n'est pas exactement le moment d'Oprah que je voulais, mais c'est quand même une bonne affaire. C'est fait? Super, qu'est-ce qu'on a ensuite? Catastrophe des conteneurs. Vous arrive-t-il de vous préparer à sortir et de réaliser que le temps est mauvais et au final de décider de rester à la maison? Si le capitaine du One Apus avait eu une telle prévoyance, ce navire ne serait pas dans cette vidéo. En novembre 2020, le porte-conteneur japonais de 360 mètres a quitté Yantian pour Long Beach. Mais 2574 km plus loin, le navire a rencontré une énorme tempête au milieu du Pacifique. Alors que les navires de ce type sont conçus pour détecter et dans une certaine mesure résister aux conditions météorologiques difficiles, les conditions étaient si brutales que les conteneurs empilés sur le pont du navire ont commencé à se déplacer. Au total, la tempête a fait basculer dans la mer 1816 conteneurs sur les 14 000 que contenait le One Apus. Le capitaine n'a eu d'autre choix que de faire demi-tour et d'essayer d'accoster à Kobe. Lorsqu'il a accosté, il fallait voir l'étendue des dégâts pour le croire. Des conteneurs ont été écrasés, d'autres étaient à peine en équilibre sur le navire, c'était un véritable carnage. On estime que ce seul incident a entraîné une perte de cargaison de plus de 200 millions de dollars, soit la deuxième perte de cargaison la plus importante de l'histoire du transport maritime. Alors qu'une enquête officielle est toujours en cours, des théories circulent sur la cause de cette incroyable catastrophe. Certains pensent que le capitaine avait analysé les conditions météorologiques et savait qu'une tempête était imminente. Mais il a décidé de prendre le risque parce qu'il avait un emploi du temps serré et qu'il pensait que la tempête ne serait pas si violente. D'autres supposent que des vagues exceptionnelles, que personne n'aurait pu prévoir, ont atteint une hauteur de plus de 15 mètres, ce que même les grands navires de ce type ne peuvent supporter. L'enquête se poursuit, mais pour l'instant, tout ce que les autorités peuvent faire, c'est dire adieu à cette erreur de 200 millions de dollars. Le Fukushima mortel. En 2011, un tremblement de terre de magnitude 9, le plus fort jamais enregistré, a frappé le Japon, déclenchant un tsunami de 49 mètres de haut. Les vagues ont anéanti le littoral japonais, sur une partie duquel se trouvait la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Les systèmes de la centrale ont détecté des tremblements de terre et ont automatiquement arrêté les 3 réacteurs qui fonctionnaient à ce moment-là. Des générateurs diesel de secours ont été mis en marche pour refroidir les cœurs des réacteurs qui restaient incroyablement chauds, plus de 1000 degrés Fahrenheit même après l'arrêt des réacteurs. C'est alors qu'une vague de 14 mètres de haut a frappé Fukushima, inondant la centrale, détruisant 31 des 33 générateurs de secours, et le cycle de refroidissement s'est arrêté. Les températures dans les réacteurs sont montées en flèche, atteignant bien plus que 5000 degrés Fahrenheit et déclenchant une fusion nucléaire ainsi qu'une série d'explosions mortelles d'hydrogène et de pétrole. Au cours des 6 jours qui ont suivi, environ 980 pétabecquerels de matière radioactive ont contaminé les zones environnantes. Cela représente environ 18% de ce que la célèbre fusion de Tchernobyl a libéré. Dans un premier temps, cet accident a été considéré comme imprévisible.
Et pourtant, en 2015, il a été révélé que les scientifiques avaient prévenu les exploitants de la centrale que cela pourrait se produire. Ils avaient souligné le fait que les générateurs de secours essentiels étaient intégrés dans des zones de basse altitude, qui risquaient d'être endommagées par un tsunami de grande ampleur. Mais les exploitants de la centrale, Tokyo Electric Power Co., n'ont pas tenu compte de ces avertissements. Au lieu de cela, ils ont privilégié leurs propres données internes erronées, qui selon eux signifiaient que des tsunamis de cette taille n'étaient tout simplement pas possibles. Leur ignorance ne leur a pas seulement coûté une centrale électrique d'une valeur de 2,2 milliards de dollars, mais le nettoyage allait vraiment leur coûter cher. On estime actuellement que, même aujourd'hui, plus de 10 ans après la fusion, il faudra encore 30 ans et un effort de nettoyage supplémentaire de 76 milliards de dollars. Il s'avère que l'extraction du combustible nucléaire intact, le démantèlement des réacteurs nucléaires et l'élimination de l'eau fortement contaminée ont un coût considérable. Un coût qui aurait pu être évité si on avait écouté les gens qui savaient de quoi ils parlaient. Se lancer à l'assaut de l'inconnu. Je ne peux pas prétendre comprendre la bourse, je suis youtubeur, pas spécialiste des affaires. Mais encore une fois, même les courtiers professionnels se trompent parfois sur le marché. Je ne parle pas de vente à découvert ou de toute autre terminologie, je veux dire qu'ils font parfois une faute de frappe. Une très grosse erreur. En décembre 2015, la société de courtage japonaise Mizuho Securities voulait vendre une action de la société G-Com pour 610 000 yens, environ 5 000 € à l'époque, à la bourse de Tokyo. Il s'agissait des débuts publics de G-Com sur le marché boursier, et il était donc très important que la transaction se déroule comme prévu. Mais les choses n'auraient pas pu se passer plus mal si on avait essayé. Au lieu d'inscrire une action à 610 000 yens, ils ont inscrit 610 000 actions à 1 yen, soit moins d'1 centime l'unité. Bien que le nombre d'actions inscrites soit plus de 41 fois supérieur à celui dont disposait G-Com, la bourse a tout de même traité l'ordre. Mizuho, se rendant compte de l'erreur, a essayé d'annuler l'ordre, mais la bourse n'annule pas les transactions de ce type, même si elles sont erronées. Heureusement, la bourse n'a pas autorisé la vente d'actions pour seulement 1 $, mais elles ont été vendues jusqu'à 572 000 yens, soit environ 4 767 $. Mizuho s'est démené et a essayé de racheter autant d'actions qu'elle le pouvait, mais à la fin de la journée, Mizuho avait perdu 40,7 milliards de yens. Ça représenterait quelques 336 millions de dollars à l'époque, et environ 372 millions de dollars aujourd'hui. Mizuho a dû payer pour l'erreur, mais a ensuite essayé de poursuivre la bourse de Tokyo pour avoir permis qu'une erreur aussi évidente soit soumise sans être contestée. Il réclamait 41,5 milliards de yens, mais le tribunal ne leur a accordé que 10,7 milliards de yens, soit moins d'un quart de ce qu'ils ont perdu. Si vous aviez besoin d'une raison de vérifier 2 fois, voire 3 fois votre travail, Mizuho vient de vous en fournir 40,7 milliards. Le tour du millénaire. Vous n'avez jamais eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond? Les habitants de la Millennium Tower de San Francisco savent très bien ce que c'est. En plus d'une étrange sensation d'inclinaison, cette élégante tour gris-bleu a été achevée en 2009 et constitue le plus haut complexe résidentiel de la ville. Les résidents ont rapidement acheté pour plus de 100 millions de dollars de condos de luxe. Mais les choses ont commencé à mal tourner. Le complexe de luxe de 58 étages s'inclinait. En 2016, il a été révélé que la tour principale s'était enfoncée et avait commencé à pencher. On a fini par découvrir que la tour n'avait pas été construite sur une base solide, mais sur du sable dense et profond. Alors que le bâtiment ne risquait pas de s'effondrer, la valeur des appartements s'est effondrée et les poursuites judiciaires ont commencé. Les promoteurs ont rejeté la faute sur les travaux de construction réalisés à proximité qui ont commencé 2 ans après l'achèvement de la tour. Ils ont asséché la zone environnante, ce qui leur a permis de sécuriser le chantier, mais a également comprimé le sable dense et provoqué l'affaissement de la Millennium Tower voisine. Des documents ont ensuite été découverts, montrant que le service d'inspection des bâtiments de la ville savait que cela risquait de se produire, et qu'il avait laissé les résidents s'installer n'importe comment. C'était un énorme scandale, et ce n'était pas le pire. En 2018, l'affaissement avait atteint 45 cm, avec une inclinaison de 35 cm. Puis le 8 septembre, les résidents ont commencé à entendre des craquements et des bruits. La pression de l'affaissement avait commencé à briser les fenêtres du bâtiment et des fissures apparaissaient dans la maçonnerie. Pour y remédier, le plan initial prévoyait d'enfoncer 52 pieux dans le socle rocheux des côtés nord et ouest du gratte-ciel. Il s'agit d'un projet de construction dont la réparation coûtera environ 100 millions de dollars sur une période de 10 ans, bien qu'il s'agisse de l'estimation la plus basse. Les complications pourraient faire grimper ce prix jusqu'à 500 millions de dollars en fonction des travaux nécessaires.
Et si l'on considère que l'inclinaison totale du bâtiment au sommet est maintenant de 66 cm, soit une augmentation de 25 cm depuis que la soi-disant réparation du bâtiment a commencé en 2020, je pense que ça va être une réparation incroyablement coûteuse. L'explosion de Tianjin. Le 12 août 2015 à 23h30, la ville portuaire chinoise de Tianjin a été soudainement secouée par une série d'explosions massives. Elles étaient si fortes qu'elles ont déclenché des tremblements de terre d'une magnitude comprise entre 2,3 et 2,9, et les explosions elles-mêmes ont pu être observées depuis l'espace. Des ondes de choc ont traversé la ville, endommageant les bâtiments et causant la mort de près de 200 personnes. Mais qu'est-ce qui a provoqué une telle série d'explosions ? À 22h50, soit environ 40 minutes avant l'explosion, des rapports font état d'un incendie dans un entrepôt du nouveau quartier de Binhai. Qu'il s'agissait d'un entrepôt de produits chimiques dangereux contenant des milliers de tonnes de cyanure de sodium, de nitrate de sodium et de nitrate de potassium, des substances très volatiles et hautement explosives. Il s'est avéré que les règles de sécurité exigeant que les bâtiments et installations publiques soient construits à plus d'1 kilomètre du site dangereux n'avaient tout simplement pas été suivies. Cela signifie qu'aucun des habitants n'était conscient du danger qu'ils couraient. De plus, les responsables de l'installation n'étaient pas en mesure d'identifier toutes les substances stockées en raison d'une mauvaise tenue des registres. C'est ainsi qu'en cette chaude journée d'août, les produits chimiques mal stockés ont pris feu, provoquant des explosions d'une puissance équivalente à plus de 280 tonnes de TNT. Outre les pertes humaines, des centaines de bâtiments et de voitures Renault, Volkswagen, Hyundai et Kia flambant neuves qui attendaient d'être expédiées du port ont été pratiquement détruits. Ces voitures se trouvaient à moins de 90 mètres du lieu de l'explosion et ont subi le plus gros de cette dernière. Environ 26 000 voitures neuves ont été complètement détruites, pour un montant estimé à 3 milliards de yuan, soit environ 473 millions de dollars. Mais ce n'était que le début. L'interruption de la chaîne d'approvisionnement a coûté la somme incroyable de 9 milliards de dollars, soit la troisième plus grande interruption de l'histoire de la Chine. Des peines ont été prononcées à l'encontre de 49 fonctionnaires responsables d'entrepôts et employés pour leur rôle dans le contournement des règles de sécurité qui ont conduit à la catastrophe. Les familles des victimes ont été indemnisées et le gouvernement a également promis de racheter les propriétés endommagées par l'explosion à un taux de 130%. En d'autres termes, la négligence a fini par coûter la somme faramineuse de 10 milliards de dollars. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de le dire, mais si vous êtes en charge d'explosifs, littéralement, assurez-vous qu'ils soient stockés en toute sécurité. L'explosion de Beyrouth. On pourrait penser qu'après la dévastation et le coût de l'explosion de Tianjin, personne sur Terre ne serait assez stupide pour refaire exactement la même erreur, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, hein ? Eh bien, remontons en 2020 et rendons-nous à Beyrouth au Liban. Le 4 du mois d'août, un incendie ravage un entrepôt dans le port et moins de 20 minutes plus tard, voici ce qu'il s'est passé. Incroyablement, cette explosion était presque 5 fois plus importante que celle de Tianjin et a provoqué une onde de choc qui a physiquement ébranlé le Liban tout entier. Mais il s'est avéré de manière choquante que la cause première était exactement la même. Ces entrepôts étaient utilisés pour stocker plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium explosif qui avait été confisqué à un navire malhonnête dans les eaux de Beyrouth plus de 6 ans auparavant. Sa cargaison a été saisie et transportée à l'entrepôt du port 12, mais même si les fonctionnaires savaient de quoi il s'agissait, ils ne l'ont pas stocké correctement. C'était un accident qui ne demandait qu'à se produire. Ainsi, en 2020, lorsqu'une source inconnue a déclenché un petit incendie dans l'entrepôt, les nitrates ont explosé avec la force de 1,1 kilotonnes de TNT. Il s'agit de l'une des explosions non nucléaires les plus puissantes de l'histoire. Les bâtiments voisins ont été rasés, le bardage a été arraché, les voitures prises dans l'onde de choc ont été détruites et 300 000 personnes se sont retrouvées sans abri. L'ampleur de la dévastation était incroyable et le coût a été très élevé. On estime que les pertes d'assurance ont atteint à elles seules 3 milliards de dollars et que l'explosion a causé plus de 15 milliards de dollars de dommages économiques. Et je n'arrive pas à croire que je doive encore le répéter. Si vous avez des matières explosives, stockez-les correctement. Ça ne devrait pas être si difficile à comprendre, non ? Catastrophe du Challenger. Le 18 janvier 1986, la navette spatiale américaine Challenger réussit à décoller de son site de lancement à Cap Canaveral. Le lancement avait été retardé de plusieurs jours en raison du mauvais temps et de problèmes techniques, mais il avait enfin eu lieu. Tous les systèmes semblaient nominaux, la météo était favorable et les 7 membres d'équipage à bord étaient prêts. Et puis, 73 secondes après le début du décollage, il s'est passé quelque chose.
1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. La navette s'est soudainement disloquée dans un panache de fumée et de débris. Des millions de personnes ont assisté en direct à l'accident de la navette, le premier de l'histoire de l'humanité. Et il n'y a eu tragiquement aucun survivant. Les gens voulaient des réponses. Une commission spéciale a été mise en place pour déterminer ce qui avait mal tourné. Et la réponse a choqué le monde entier. Les joints toriques en caoutchouc du propulseur censés empêcher les gaz de s'échapper avaient été endommagés par les basses températures records enregistrées le jour du lancement. Ils se sont rompus peu après le décollage, laissant le gaz sous pression s'infiltrer dans les réservoirs de carburant adjacents, ce qui a provoqué une défaillance structurelle et l'explosion qui s'en est suivie. Mais le pire est de loin, c'est que la NASA était au courant de l'existence des joints toriques. Alan McDonald, un ingénieur travaillant comme prestataire pour la NASA, avait refusé d'approuver le lancement de la fusée parce qu'il s'inquiétait de la capacité des joints toriques à fonctionner à des températures aussi froides. Mais la NASA a décidé de ne pas écouter l'avertissement de McDonald car elle était sous pression pour lancer un minimum de 24 missions par an et a donc procédé au lancement. Malheureusement, cette incroyable négligence n'a pas coûté seulement la vie de l'équipage. Le développement et la construction de la fusée Challenger ont coûté environ 1,5 milliard de dollars au milieu des années 70. Le coût du remplacement de la fusée, avec toutes les corrections apportées aux nombreux défauts de conception qu'elle présentait, ainsi que tous les équipements embarqués, s'est élevé à plus de 3,2 milliards de dollars, soit 4,7 milliards de dollars en tout. C'est dire si la facture est salée. Ajusté à l'inflation, cela représente environ 24,5 milliards de dollars actuels. Je pense qu'il était bien trop gentleman pour dire quoi que ce soit, mais je parie que ce que Alan voulait dire, c'était « je vous l'avais bien dit ». Le MV tricolore. Le 14 décembre 2002 à 2h du matin, le MV tricolore traversait la Manche. Ce mastodonte de 55 000 tonnes et de 190 mètres transportait 2871 voitures de luxe de Zeebrugge au port de Southampton. Un autre navire plus petit, le Kariba, naviguait à côté du tricolore dans un épais brouillard. Soudain, la catastrophe s'est produite. Sans crier gare, le Kariba a viré de bord et s'est écrasé sur le tricolore. 30 minutes plus tard, le Kariba, toujours à flot mais fortement endommagé, a miraculeusement réussi à rejoindre le port le plus proche. Le tricolore, quant à lui, a chaviré sur son côté bâbord dans le chenal anglais peu profond. Heureusement, les 24 membres de l'équipage ont tous été évacués à temps. Aucune vie n'a été perdue, mais des voitures de luxe d'une valeur d'environ 100 millions de dollars l'ont été. Et qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Les deux navires naviguaient sur une voie maritime très fréquentée, lorsqu'un troisième navire, le Clary, est passé devant eux. Le Kariba a accéléré pour tenter de dépasser le tricolore, mais ce dernier n'a pas ralenti, son timonier ayant manifestement la même idée. De plus, le Clary, en sous-effectif, n'a pas pu prendre des mesures d'évitement à temps. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que dans les 15 minutes qui ont précédé cet événement, aucun des trois navires n'a utilisé sa corne de brume ou sa radio pour communiquer avec l'autre. C'est ainsi que le Kariba, incertain des intentions du Clary, a accidentellement éperonné le tricolore. Les trois navires ont été jugés fautifs, mais ce n'était que le début des problèmes du tricolore. Il a fallu attendre 1 an pour que le navire puisse être récupéré, l'équipe de récupération de la Smith ayant divisé l'épave en 9 sections en l'espace de 3 mois. Pour ce faire, ils ont assemblé 2 plateformes de travail de part et d'autre de l'épave et ont utilisé un grand fil de fer pour découper les sections. Les sections détachées ont ensuite été hissées, placées sur une barge et transportées à Zeebrugge pour être mises à la ferraille. Aucune des voitures de luxe n'a pu être sauvée. L'ampleur des opérations de sauvetage a coûté à elle seule 40 millions de dollars. Si on y ajoute la perte de la cargaison de luxe, le coût total de cette catastrophe s'élève à 140 millions de dollars. De quoi donner à chacun un sentiment de sombrer. Laquelle de ces erreurs coûteuses vous a semblé la plus grave? Et avez-vous déjà commis une erreur très coûteuse qui pourrait rivaliser avec l'une d'entre elles? Si oui, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.